Bonjour à tous, où que vous vous trouviez, j'ai le réel plaisir de pouvoir vous accueillir chaleureusement tous, ainsi que notre public et nos intervenants. Je suis Hayley McGregor, je suis co-directrice de la plateforme d'action humanitaire, plateforme des sciences sociales dans l'action humanitaire, et je suis professeur d'anthropologie médicale et de santé mondiale à l'Institut des études de développement, Institute of Development Studies, où on vient de compléter la phase 2 de SSHAP, qui est l'opportunité de pouvoir réfléchir et refléter sur le modèle SHAP, qui est aussi large et qui est fondé par le FCDO et aussi par le Wellcome Trust à travers le programme GIREPS. Et ce webinaire nous fournit l'opportunité de pouvoir faire le point, de partager des leçons tirées ainsi de nos apprentissages, mais aussi de réfléchir quant aux moyens d'aller de l'avant au fur et à mesure que nous continuons à refléter sur les sciences sociales dans l'action humanitaire et dans les domaines d'urgence sanitaire. Avant de commencer, je vais juste vous mentionner quelques points observés pour notre webinaire. Nous avons arrangé une interprétation disponible entre le français et l'anglais et vous pouvez suivre cela en cliquant l'option d'interprétation en bas de votre panel de contrôle, en bas de vos boutons pour choisir la langue de votre choix. Et juste pour vous informer que ce webinaire est enregistré et que nous allons le partager publiquement après cet événement. Les micros de notre public sont désactivés, mais nous vous accueillons à être pleinement engagés en postant des questions et des commentaires sur le canal dédié pour les questions et commentaires. Nous avons une période de notre webinaire à la fin de notre table ronde pour répondre à celle-ci et nous répondrons aussi dans le canal pour les questions-réponses. Maintenant, juste pour vous donner une indication rapide de notre ordre du jour pour notre réunion d'aujourd'hui de 90 minutes. Tout d'abord, nous aurons notre collègue Julian Bedford qui va résumer l'objectif de CHAP et l'approche. Et ensuite, je refléterai sur notre apprentissage de ce modèle CHAP et comment nous pensons que cela a permis de pouvoir avoir un impact dans cet objectif principal, de pouvoir fournir des perspectives de sciences sociales dans les situations d'urgence sanitaire. Ensuite, de la part de l'équipe CHAP, nous allons présenter trois études de cas sélectionnées pour essayer de démontrer quelles sont les leçons clés ainsi que le modèle. Et nous ferons ceci avec nos co-investigateurs dans les pôles régionaux en Afrique. Et nous finirons notre période de temps ensemble avec une discussion de notre table ronde avec nos experts. Nous avons trois orateurs invités. Nous sommes très reconnaissants à leur égard pour nous rejoindre aujourd'hui. Cela va ouvrir la possibilité pour avoir des questions au sens plus large quant à comment continuer ces efforts afin de pouvoir intégrer les sciences sociales et comportementales en allant de l'avant et comment en fait financer ces efforts. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Juliette qui va nous présenter le modèle principal de CHAP. Merci. Merci beaucoup, Hailey. Bonjour à tous, où que vous vous trouviez, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous voulons juste vous donner une vue d'ensemble rapide du programme CHAP en ce qui concerne notre travail principal, mais aussi les progrès depuis l'établissement initial de la plateforme en 2016. Donc, CHAP la plateforme des sciences sociales dans l'action humanitaire vraiment s'est développée à partir du travail que nous faisions dans l'Afrique de l'Ouest avec l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015. Et cela s'est développé à partir du travail que des groupes d'anthropologistes et d'autres scientifiques sociaux effectuaient pour mobiliser ce savoir et cette expertise afin que cela puisse être incorporé comme il se doit dans les programmations de réponse sur le terrain, dans les communautés affectées et à risque. Les trois euh, et les principaux pays, ainsi que les autres communautés aussi. Comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, les problèmes que nous avons dû affronter initialement et qui se sont devenus de plus en plus complexes au fil des dernières années depuis que nous avons commencé avec cette plateforme CHAP et que nous continuons à affronter des défis, des enjeux conséquents en essayant de nous vraiment pousser quant à comment nous pouvons avoir les sciences sociales qui puissent être appliquées d'une façon très valable pour certaines des crises complexes que nous affrontons dans le monde aujourd'hui. Ceci inclut les épidémies de maladies et les réponses aux urgences sanitaires, mais aussi différents types de crises humanitaires. Et ce que nous espérons des études de cas ou des exemples que nous pouvons partager avec vous durant ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir montrer certains des domaines divers dans lesquels nous sommes engagés avec CHAP, mais aussi les différents modes de travail dans ces différents contextes avec les différents partenaires de réponse aussi.
Donc, CHAP comporte maintenant 9 partenaires principaux à travers le monde. Nous avons 3 partenaires clés basés au Royaume-Uni, mais durant la dernière phase de CHAP depuis 2022, nous avons vraiment travaillé de façon très assidue pour établir des pôles régionaux avec des collègues que je suis ravi de retrouver sur cet appel ensemble aujourd'hui. Donc, nous avons un pôle régional de CHAP en Afrique de l'Ouest et aussi un dans l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et vous entendrez de la part de ces collègues en ce qui concerne le travail dans lequel ils sont engagés. Et avec CHAP, nous essayons vraiment de développer une plateforme collégiale, collaborative. Et bien que ceux-ci sont les 9 partenaires clés à la plateforme, nous travaillons vraiment avec aussi d'autres partenaires régionaux et d'autres institutions et d'autres individus à travers le globe au fur et à mesure que nous adressons certains des enjeux que nous avons relevés. Nous le faisons à travers plusieurs flux d'activités, 5 principalement. À nouveau, ils sont tous liés entre eux. Il y a une relation entre tous ces pôles et j'espère que chacun de ceux-ci sera mentionné donc durant le webinaire aujourd'hui. Mais nous essayons de développer les flux d'activités afin qu'ils se renforcent mutuellement et nous tirons les leçons à travers les flux d'activités ainsi que en ce qui concerne les preuves, les demandes, les briefings que nous pouvons produire parfois très rapidement avec des périodes de temps très courtes pour réagir particulièrement en ce qui concerne des urgences et les phases initiales d'épidémie, mais aussi en se penchant sur le renforcement des capacités et en développant une façon très collégiale de travailler avec les scientifiques sociaux à travers le monde. Et ça, ceci nous mène à certains du travail avec la bourse de CHAP et le forum CHAP dont nous allons vous parler un peu plus. Donc, juste pour vous donner un aperçu rapide de calendrier du développement de CHAP, comme je l'ai dit, cela s'appuie sur le travail que nous faisions dans l'Afrique de l'Ouest avec la flambée d'Ebola et les réponses d'urgence et la plateforme d'anthropologie qui était basée à partir des collègues maintenant qui font partie de CHAP, de IDS et de London School of Hygiene and Tropical Medicine et d'autres, mais aussi moi-même et d'autres collègues qui sont déployés aussi sur le terrain avec les différentes agences. Donc en 2016, ceci s'appuyait vraiment sur ce travail comme la fondation initiale de CHAP. Vous pouvez voir à travers, avec les progrès à l'écran, donc notamment de nombreux événements dans lesquels nous avons été engagés durant les quelques dernières années. Et évidemment, la COVID-19 a changé la façon de travailler, mais depuis, nous sommes engagés dans de nombreuses crises multiples en même temps, ce qui, comme pour beaucoup de collègues sur notre appel présent, ensemble, on a aussi représenté des enjeux assez difficiles à relever aussi en bas de ce calendrier. Vous pouvez voir aussi les différentes phases de CHAP de son inception initiale en 2016 avec de multiples tours de financement que nous avions eu plus récemment, avec notamment l'accueil de la FCDO, mais aussi en ce qui concerne nos activités avec le lancement des pôles régionaux et le lancement des bourses et des langues multiples aussi, ainsi que le fait de pouvoir fournir un soutien plus récemment, tel que nous l'avons pu le donner à travers des évaluations rapides et qualitatives déployées avec UNICEF et le Collective Service, et nous en parlerons un peu plus tard. Donc, juste pour vous donner un aperçu en ce qui concerne CHAP, durant cette période de temps, nous avons publié plus de 336 briefs, en fait, 336 mémoires. Il y en a beaucoup aussi à venir avec un nombre qui s'accroît chaque semaine. Nous sommes absolument fiers d'avoir établi 2 pôles régionaux et maintenant aussi d'avoir eu 74 boursiers qui ont suivi notre programme de bourse et qui ont vraiment aidé à renforcer le réseau CHAP à travers le monde. Je vais m'arrêter là et je vais maintenant passer la parole à Ellie qui va vous parler un petit peu maintenant des leçons clés avant de passer la parole à d'autres collègues pour un aperçu de notre travail le plus récent. Merci beaucoup, Ellie. Merci, merci Juliette. Je vais résumer les leçons clés, les apprentissages clés qui ressortent de ce modèle que Juliette a présenté dans ses grandes lignes et je vais le faire en faisant référence à 4 domaines d'apprentissage liés au flux d'activité que Juliette a souligné. Tout d'abord, je vais vous parler de notre plateforme basée en ligne que j'espère que beaucoup d'entre vous avaient déjà accédé avec cette plateforme en ligne et les ressources que nous y postons pour faciliter notre impact dans l'intégration des perspectives de sciences sociales en donnant l'accès de façon large à nos résultats et à nos contributions. Notre second domaine d'apprentissage est autour de la décentralisation qui est à travers l'établissement de pôles régionaux à ce stade uniquement en Afrique avec des pays partenaires, les institutions
Et celle-ci a pour objectif particulièrement de présenter cet apprentissage et ces leçons tirées à des domaines importants autour du développement de partenariats équitables dans le domaine de la santé mondiale. Ceci nous a permis de vraiment pouvoir apporter cette expertise à partir de scientifiques locaux, scientifiques de sciences sociales pour informer les preuves que nous fournissons dans l'urgence sanitaire. Le troisième domaine dont je vais vous parler brièvement, c'est la façon selon laquelle nous avons travaillé pour développer des réseaux d'experts qui peuvent assister plus amplement en ce qui concerne la localisation et les questions de genre dans les réponses en termes d'urgence sanitaire. Nous avons aussi essayé de renforcer la communauté de pratique à travers le forum CHAP. Enfin, tout notre travail est souligné par un engagement au renforcement des capacités de façon transversale pour rassembler et présenter l'expertise en sciences sociales, en particulier dans les domaines de santé, de politique et de questions pratiques dans les situations d'urgence sanitaire. Nous avons fait cela à travers les flux d'activités sur le programme de bourse, mais aussi à travers ce que nous appelons les sciences sociales et les ateliers d'action qui se sont déroulés avec des scientifiques sociaux et des praticiens dans différentes régions et en différentes langues, le français, l'arabe et l'anglais. Donc, tout d'abord, juste pour parler brièvement de la plateforme basée en ligne d'après nos flux d'activité. Nous fournissons des fichiers séances d'information basés sur des preuves qui ont vraiment pour objectif de rassembler les perspectives de sciences sociales aux décisionnaires politiques, aux agences et aux intervenants opérationnels. Et ceci est ensuite posté sur notre site Internet. Nous avons aussi des tables rondes qui font partie de nos preuves sur demande avec des flux d'activité et ces rapports de tables rondes qui nous soutiennent dans nos briefings et aussi qui nous permettent à travers l'implication à travers les agences humanitaires et des institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé qui vraiment synthétise ces preuves et qui présente ceci sous forme verbale et écrite aux intervenants opérationnels. Ensuite, nous avons là deux citations de notre partie concernant l'évaluation et l'apprentissage sur ce monitoring, cette surveillance et ce suivi qui parle vraiment de la valeur que les individus clés et des agences ont trouvé dans nos briefings et nos tours de table, ainsi que les autres contributions. Très brièvement, pour souligner l'importance de la décentralisation de notre apprentissage à travers cet agenda en particulier qui a pour objectif de vraiment localiser CHAPS et les approches dans ce domaine pour rassembler l'expertise régionale et locale, donc avec des co-investigateurs qui sont basés dans la région et qui sont les mieux placés pour fournir des conseils contextuels dans les situations d'urgence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe énormément avec notamment quelque chose d'aligné à notre agenda plus conséquent autour du partage de pouvoir plus égal et de partenariats équitables dans le domaine de la santé mondiale. Et à travers le programme de bourse, nous avons vraiment travaillé pour coproduire des briefings avec nos boursiers qui leur permet vraiment d'identifier les priorités pour les briefings. Et dans notre dernière phase de CHAPS, nous avons eu une série de briefings où nous avons soutenu les boursiers pour produire ceci. Enfin, nos partenariats et nos échanges ont vraiment aussi présenté des apprentissages mutuels à travers cet agenda de décentralisation. Ensuite, tout ceci est lié dans le développement de ces réseaux d'experts pour le renforcement d'une communauté de pratique. Et ceci est fait à travers les pôles régionaux, mais aussi à travers le programme de bourse que nous avons aussi dans nos pôles régionaux. Et les boursiers de chaque ont exprimé la valeur qu'ils trouvent dans les bourses en ligne, l'apprentissage, le fait d'enseigner et d'apprendre, mais aussi dans le forum au sens plus large qui s'est développé avec une communauté de pratique en ligne, pas uniquement pour les boursiers, mais avec un réseau plus large d'experts de CHAP sur lequel nous appuyons afin de pouvoir produire nos briefings et informer d'autres dans nos événements de table ronde. Et ça, ce sont vraiment, pour citer ce qui est dit par des personnes de notre réseau, cela inclut aussi ceux qui étaient impliqués notamment dans le travail consultatif sur Ebola et aussi de façon plus large l'échange, le travail d'échange que nous avons fait entre les co-investigateurs
dans les pôles régionaux, les co-chercheurs aussi, qui leur a permis aussi de pouvoir partager les leçons clés que nous pouvons tirer entre les régions. Et enfin, juste pour revenir aussi à une partie très importante de notre travail autour du renforcement des capacités afin de pouvoir vraiment atteindre notre objectif de pouvoir faire en sorte que les preuves en sciences sociales puissent être présentes dans les urgences sanitaires, nous réalisons que nous avions besoin de renforcer la capacité des scientifiques sociaux pour appliquer leur savoir, connaissances et en recherche et en expertise d'une façon qui puisse être qui puisse être digérée et utile par les décisionnaires en matière de santé. Et de même, nous voulions renforcer la capacité des personnes travaillant dans les agences et travaillant aussi dans l'élaboration de politiques pour vraiment savoir comment interpréter, utiliser les preuves en sciences sociales. Et donc, voilà nos programmes de bourse qui sont rassemblés aussi bien pour les praticiens que et qui rassemblent aussi les personnes dans le domaine académique afin de pouvoir partager ces leçons tirées et renforcer ce réseau. En même temps, nous avons aussi un flux d'activités de façon un peu plus personnalisée qui fournit aux partenaires opérationnels des contributions relatives aux requêtes particulières de leur organisation, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec des citations en vert, où nous avons une citation d'un atelier d'action sur les sciences sociales que nous avons tenu pour Help Age et Oxfam, qui a rassemblé les sciences sociales et les perspectives dans ce domaine, particulièrement autour des programmations pour les personnes âgées. Comme je l'ai dit, nous avons aussi notre programme de bourse qui se déroule aussi bien en français qu'en arabe et en anglais. Donc, en gardant à l'esprit notre modèle CHAP et ces quatre domaines pour l'apprentissage autour de la plateforme base en ligne, la décentralisation, la force du réseau d'experts et l'importance du renforcement des capacités. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Jen Palmer qui en fait remplace notre chercheur au Soudan du Sud Juben Leben Molo, qui malheureusement a une perte dans sa famille et qui a été absolument central pour diriger le travail sur la crise de Soudan. Et nous allons maintenant vous présenter trois études de cas qui vraiment vont illustrer cet apprentissage, ces leçons et le modèle CHAP. Donc, Jen, si vous souhaitez présenter ceci au nom de Leben, je suis ravi de vous passer la parole. Merci. Oui, merci. Donc, bien sûr, pendant des décennies, le Soudan a affronté une diversité de crises intersectionnelles, mais l'escalade des conflits armés depuis avril 2023 a vraiment amplifié une situation déjà exécrable et a créé de nouvelles crises interconnectées. Ceci inclut la violence, l'insécurité alimentaire, les déplacements de masse, les troubles majeurs, à la possibilité d'avoir accès aux soins de santé. Donc, CHAP a de ce fait développé une zone particulière pour mettre la lumière sur ceci dans notre site Internet net qui est dévoué particulièrement à placer des ressources sur la crise du Soudan. Comme tous les domaines particuliers, certaines de ces ressources sont produites par CHAP alors que d'autres sont produites par des auteurs d'autres institutions qui aident à attirer de l'attention parce qu'ils offrent soit des aperçus de sciences sociales particuliers ou alors sont des documents politiques importants. Et pour cette session, j'ai divisé notre domaine de travail dans deux zones particulières. Le premier, c'est donc un aperçu sur les questions qui ont émergé durant les crises récentes ou durant la période de règles de la période, notamment conjointe de règles militaires et civiles directement euh, et avant entre 2019 et 2023. Et tous ces briefs s'appuient sur des bourses à long terme pour le pays. Donc, en se penchant sur le premier point, notre premier brief s'appuie sur les réponses humanitaires à la guerre et à la famine au Soudan, qui fournit un contexte à la guerre civile actuelle et les facteurs qui ont joué un rôle en créant la famine en particulier. Le briefing éclaircit le fait que la famine n'est pas vraiment un produit qui ressort de la guerre et qui est mais plutôt que une arme, celle-ci est une arme de guerre qui décrit par exemple comment les deux parties dans ce conflit émettent des licences et des permis pour que les personnes qui les suivent puissent aller piller et faire en sorte que l'ennemi vraiment soit affamé avec un degré significatif de complicité pour déplacer le bétail aussi dans certaines zones avec les deux parties armées. C'est vraiment d'une certaine façon ce que nous voyons avec le taux le plus élevé, notamment dans l'exportation du bétail dans l'histoire du Soudan. Donc, les points, le briefing plutôt souligne aussi vraiment la perte de nourriture dans l'aide alimentaire au Soudan. Par exemple, la moitié de Darfour n'a pas reçu
d'aide du Programme alimentaire mondial du tout durant les 6 derniers mois de 2023. Et ce qui est très important aussi, c'est que le briefing aussi établit des opportunités de pousser ceci contre des contraintes qui sont citées de façon commune en ce qui concerne l'aide humanitaire, aussi offre une orientation pour les acteurs qui veulent travailler dans cet espace. Dans un autre briefing sur les réponses d'urgence, les réponses aux urgences et les leçons et les expériences que nous pouvons apprendre de l'aide mutuelle au Soudan, ces informateurs nous ont décrit juste la diversité des réponses aux urgences en ce qui concerne leur modalité de travail et leur éthique. Cela reflète vraiment la diversité des besoins à travers le pays et comment ces réponses évoluent avec le briefing qui décrit certains des enjeux que les organisations locales et internationales ont dans travailler ensemble et encourage ces acteurs à surmonter ces challenges, ces défis pour permettre une nouvelle ère de localisation au Soudan. Maintenant, en passant au domaine de la santé spécifiquement et peu de temps avant les événements d'avril 2023, nous avons juste complété un briefing sur l'utilisation de la surveillance communautaire du gouvernement du Soudan pour les épidémies et les catastrophes. Et nous avons examiné les prises de décision du ministère de la Santé et les arrangements pour la mobilisation communautaire dans le contexte de changements politiques qui évoluent très rapidement. Et ce briefing a été complété avec des boursiers de CHAP du Soudan qui étaient très bien placés pour pouvoir atteindre les acteurs gouvernementaux ainsi que les personnes intervenant dans le domaine humanitaire et ils ont pu explorer et expliquer les logiques organisationnelles concernées et les challenges qui ont façonné le programme de l'environnement de CHAP. En s'appuyant sur ces ressources, dans notre pôle de l'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, notre réseau de boursiers de CHAP, nous avons pu attirer l'attention sur plusieurs questions qui ont affecté des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées de force par le conflit du Soudan. Et vous pouvez voir sur cette carte du Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, les différentes couleurs qui indiquent où les personnes ont fui le Soudan et les personnes qui sont allées dans différentes zones telles que l'Égypte ou en bleu, y compris Aswan dans le sud et les autres villes où les bureaux de Haut Commissariat des Nations Unies sont situés aussi dans le nord avec les personnes qui vont vers le Soudan du Sud sont en vert et ça, ce sont surtout des rapatriés parce que ils ou leurs parents donc qui sont durant ce déplacement qui étaient d'origine du sud du Soudan. Et certaines de ces informations précoces que nous avons reçues et que nous avons produites en ce qui concerne la crise du Soudan étaient sous la forme de blogs. L'une a été avec quelqu'un du Soudan qui indiquait ses réflexions quant à la façon sur laquelle le système de santé du Soudan était compromis. Un autre était un compte-rendu de première main de scientifiques sociaux de Sud du Soudan qui fuyaient leur foyer, Khartoum. Et Khartoum, et nous avons aussi organisé un événement sur les déplacements forcés qui s'est déroulé au début de juin 2023. Ceci a été avec des collègues d'université d'organisation du Soudan du Sud, du Soudan, du Royaume-Uni et des États-Unis qui étaient présents. Et avec cette table ronde, à partir de cette table ronde, nous avons pu produire un document de synthèse en anglais et en arabe et un infographique qui s'est focalisé en particulier sur les dynamiques historiques et sociopolitiques qui doivent être prises en compte par les agences humanitaires lorsqu'ils fournissent l'assistance et la protection aux populations, aux personnes qui fuient vers le sud du Soudan, et cela incluait une grande population des Soudanais du Sud qui étaient à Khartoum avant que le Sud ne se soit séparé, avant 2011, bien sûr, le Soudan et le Soudan du Sud étaient un pays unique, et nous avons souligné comment les politiques sécessionnistes ont façonné comment le public du Sud du Soudan a reçu les personnes qui se déplaçaient à travers les nouvelles frontières internationales entre les deux pays. Ensuite, séparément, à travers du travail à long terme de notre pôle, nous avons aussi offert une analyse approfondie des crises intersectionnelles qui affectent le sud du Soudan et ceci inclut aussi des inondations récentes très conséquentes avec des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire, des conflits armés et les crises économiques et tout ceci qui ont une nouvelle dimension depuis la crise du Soudan elle-même. Donc, en considérant toutes ces crises qui affectent le Soudan du Sud, dans notre briefing, en ce qui concerne les déplacements forcés du Soudan, nous avons aussi souligné comment les rapatriés pourraient ne pas se sentir comme le fait qu'ils reviennent à leur pays foyer et qu'ils ne se sentent pas vraiment dans un lieu sûr. Et le jour de sa publication, nous avons partagé ce briefing avec un service d'intelligence politique qui envoie régulièrement des ressources à
leurs abonnés qui signent pour avoir des mises à jour sur les développements internationaux en termes politiques notamment, et ceci inclut notamment des ONG internationales basées au Royaume-Uni, des groupes de réflexion, mais aussi des parlementaires ou des bureaux de fonctionnaires dans le Royaume-Uni. Enfin, en se penchant sur les déplacements vers l'Égypte en travaillant avec les boursiers de CHAP, nous avons développé un briefing focalisé spécifiquement sur la question de comment protéger les filles migrantes ainsi que les femmes des mutilations féminines, génitales féminines. Et nous prêtons attention aussi à la discrimination, aux risques vraiment graves associés avec une migration légale informelle des étudiants aussi déjà affrontent en Égypte avec notamment les programmes anti-mutilation, les programmes anti-mutilation féminine pour indiquer la culture et démontrer qu'il y a un besoin d'engagement communautaire authentique. Nous avons souligné sur le travail dans ce domaine qui était entrepris précédemment au Soudan depuis de nombreuses décennies avec le soutien du gouvernement du Royaume-Uni qui inclut plusieurs réformes, notamment durant la période récente plusieurs récentes avec notamment la règle le régime plutôt civil et militaire conjoint qui a vu des progrès en ce qui concerne de nombreuses questions affectant les droits des femmes au Soudan et nous avons appelé à ce que les programmes anti-mutilation féminine génitale en Égypte s'appuient sur ce travail ainsi que sur la collaboration avec certaines structures de support social dont des étudiants ont besoin avec les groupes de société civile et le développement des déplacements vers les réponses aux urgences au Soudan, en Égypte et nous voyons des groupes développer des groupes communautaires. Je passe maintenant à l'étude de cas suivante. Merci Jen. Alors, petite piqûre de rappel pour les collègues. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section Q et R euh, plutôt que le chat, si ça vous va, et nous ferons de notre mieux pour les poser au cours du panel. Et donc, nous vous invitons à à poser les questions de cette manière tout au long du webinaire. Et maintenant, je vais dire quelques mots pour donner un aperçu des travaux que nous avons réalisés récemment, depuis 2018, face à la crise d'Ebola en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit au début, la plateforme CHAP est issue du travail qu'on a réalisé en Afrique de l'Ouest pendant la crise d'Ebola en Sierra Leone et en RDC. On a pu vraiment tirer parti de ces expériences euh, avec les moult crises d'Ebola entre 2018 et 2020. La première chose qu'on a faite, ça a été d'organiser un groupe consultatif d'experts avec des collègues ayant pas mal de connexions, un réseau sur le terrain avec beaucoup d'expertise, des connaissances et qui comprenait également le contexte socio-politique politique et le paysage plus large de la situation de l'endroit le plus concerné. Ce qui est essentiel puisque nous travaillons également avec des collègues qui savaient comment faire face à une épidémie d'Ebola sur le terrain, mais qui parfois n'avaient pas les connaissances, euh, par exemple, géographiques, par exemple, sur le nord du Kivu. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était tirer parti de ces connaissances de longue date avec des recherches sur des décennies parfois pour donner des orientations claires, des suggestions claires sur la manière dont les opérations doivent être menées en RDC, et ce, en s'appuyant sur l'expertise d'experts en sciences sociales, en sciences politiques et dans d'autres domaines avec un groupe consultatif d'experts, des collègues des quatre coins du monde, notamment en RDC et aussi plus largement. Et au cours de cette épidémie, 27 notes ont été publiées. Vous voyez à l'écran des exemples de notes de questions clés. J'espère que certains d'entre vous connaissent ce format. C'est devenu un mantra. Et l'idée, c'est vraiment de mettre sur papier les principales questions à aborder quand on essaie de gérer les épidémies.
On fait aussi des analyses sur les réseaux sociaux, un travail d'écoute qui reflète à des travaux précédents qui ont été menés sur des groupes WhatsApp et sur d'autres réseaux. Dans le nord du Kivu, on a aussi eu des synthèses pour synthétiser toutes les connaissances qu'on avait avec trois partenaires d'intervention. L'objectif, c'était de synthétiser toutes ces connaissances pour essayer de diffuser les enseignements clés avec toutes ces informations. Ça a été un travail très collaboratif avec l'UNICEF, l'OMS et d'autres organismes également. Et comme le disait Hailey, on ne produit pas que des documents écrits, on essaye également de mobiliser l'expertise qu'on a avec les groupes consultatifs, notamment via des notes orales et des tables rondes et avec des partenaires opérationnels spécifiques. Lorsqu'ils veulent aborder des domaines, des questions spécifiques, on peut faire ces événements, euh, ces tables rondes qui sont plus ouvertes. Et c'est une bonne manière d'amorcer un dialogue, de communiquer avec nos partenaires d'intervention pour aussi avoir un échange mutuel de ce qui se passe sur le terrain. C'est ça l'essence de CHAP finalement. C'est essayer de tirer parti des connaissances qu'on a déjà pour ensuite tenir compte des questions émergentes avec des leçons qu'on apprend du terrain et essayer d'agir rapidement pour avoir un réel impact à mesure qu'on gère une crise. On a travaillé aussi sur Ebola en Ouganda en 2022. On a publié 5 notes de considération clés dans ce contexte. Et là, on a travaillé sur le pays concerné, mais aussi sur les pays voisins. On a créé un portefeuille de notes très intéressant qui parle des questions environnantes. Et maintenant, c'est un portefeuille de notes dont on s'est servi lors de l'épidémie de Marburg au Rwanda, en essayant de tenir compte des questions transfrontalières. Diapositive suivante. Merci, Tom. Alors, je voudrais parler de Marburg très brièvement. Euh, on a beaucoup travaillé sur Marburg au Rwanda. On a publié une note qui s'intéresse au contexte du Rwanda et qui s'appuie également sur les travaux que nous avons menés précédemment avec le groupe consultatif. Elon Musk a publié cette note. Il s'est appuyé sur son travail transfrontalier. On a aussi une autre note sur laquelle on travaille sur l'introduction de vaccins expérimentaux dans la gestion de crises sanitaires. Ça se focalise sur une étude de Marburg au Rwanda, mais il y a aussi d'autres expériences sur le Mpox, la Covid et Ebola. Donc c'est en cours, mais on espère que ce sera publié dans les prochaines semaines. De plus, récemment, on a aussi travaillé sur une série de banques de questions. On est en train de finaliser celle pour Marburg et les fièvres hémorragiques virales. C'est un travail collaboratif avec le Collective Service et ce sera publié aussi bien sur le site de Collective Service et de CHAP, en plusieurs langues aussi. Actuellement, on travaille sur une banque pour le choléra, le Mpox, et ce sera le troisième pour Marburg et les fièvres virales hémorragiques. Donc, si ça vous intéresse, merci de nous contacter, de nous le dire euh, ou de vous y référer. Et nous sommes toujours ravis d'avoir des retours et de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer et où est-ce qu'on peut coopérer en cas d'épidémie pour veiller à ce que les produits qu'on réalise servent les personnes, nos collègues sur le terrain. Si vous avez des idées de notes qu'on pourrait réaliser, contactez-nous aussi. Et maintenant, intervenant suivant. Merci Juliette. Et maintenant, notre dernière étude de cas.
qui parle du modèle CHAP et de notre apprentissage. On va parler de notre travail sur le MPOX avec un aperçu pour commencer, puis je donnerai la parole à mon collègue en Afrique centrale et Afrique de l'Est, Rosalia, basée dans le Kivu Sud et euh, expert de cette crise en RDC. Alors, la situation en RDC pour le MPOX montre l'importance de l'accès aux sciences sociales pour mieux comprendre le contexte socio-culturel. C'est essentiel et il faut le faire aussi à long terme pour avoir des mesures plus éclairées et plus efficaces aussi dans la gestion des crises sanitaires. Alors, je voudrais vous parler des tenants et des aboutissants pour illustrer notamment la façon dont la plateforme CHAP a agi pour essayer euh, de lever le voile sur ces complicités, pas seulement liées à la maladie, mais à la manière aussi dont les crises humanitaires doivent être bien gérées. C'est essentiel. Alors pour ce qui est de l'épidémie, euh, quand en 2022 le Mpox a été déclaré épidémie mondiale, notre plateforme a travaillé là-dessus avec notre professeur Ele Jegeda au Nigeria, qui a travaillé sur la situation dans les régions urbaine. On a travaillé aussi avec un boursier de notre université de l'université de Lagos pour tenir compte de l'expérience des gays, bisexuels euh, et pour comprendre la maladie dans des guichets destinés aux patients du VIH. Tout ça a été publié dans un journal et ça a été essentiel pour mieux comprendre les éléments socioculturels de cette épidémie dans cette région en Afrique. Nous avons mis l'accent sur la collaboration lorsqu'on a constaté que cette maladie se répandait en RDC avec différents modes de transmission dans différentes régions du pays, ce qui n'a fait que complexifier les mesures d'intervention contre le Mpox. Dans le Kivu Sud, nos réseaux nous ont vraiment permis à nous focaliser sur la transmission entre humains. hum, Nous avons identifié, après l'identification d'une souche liée à un contact proche et notamment un contact sexuel. Dans notre travail, nous avons mis le focus sur le contexte avec le besoin de tenir compte de cela dans notre approche pour travailler avec les communautés sur le terrain dans un contexte africain, parce que l'épidémie était hétérogène en RDC, comme je le disais. Ça ne se limite pas qu'à la transmission sexuelle. On s'est focalisé à des questions liées à la stigmatisation, notamment pour les communautés gays et homosexuelles, chez les hommes. En RDC et en Afrique de l'Est, la criminalisation de l'homosexualité accroît le, le risque euh, de problèmes. Et donc, on a essayé d'en tenir compte dans nos communications vis-à-vis des communautés concernées, tout en essayant d'impliquer les citoyens pour veiller à ce que les personnes dans les groupes vulnérables aient accès au vaccin. On a aussi parlé de la vulnérabilité des patients du VIH et dans une table ronde sur la discrimination, on en a beaucoup parlé, comment gérer la stigmatisation sociétale, la discrimination en tirant les leçons du VIH et en veillant à ce que ces groupes aient accès à ces informations, mais aussi à la population plus globale. On a travaillé aussi sur une région minière pour veiller à ce que euh, les, les patients aient accès aux soins.
notamment les femmes aussi, les enfants. Julie a travaillé sur la transmission transfrontalière et euh, l'Ouganda. Et puis, on a travaillé sur euh, la transmission du Mpox. Le contexte de la RDC est essentiel pour améliorer nos mesures d'intervention en termes de vaccination, notamment, et en mettant l'accent sur la vulnérabilité des enfants. On a créé une note dédiée aux enfants. La plateforme CHAP s'est intéressée à d'autres questions, des questions plus globales. Et c'est important pour les mesures d'intervention dans le contexte plus large du Mpox. Là, on a une liste de nos activités. Je voudrais mettre l'accent sur deux tables rondes. Le premier événement, le 28 mai 2024, où nous avons été particulièrement remerciés par l'OMS, qui a particulièrement apprécié les défis abordés et l'implication des sciences sociales, notamment dans le contexte d'Ebola et du Mpox pour promouvoir la vaccination en RDC. On a aussi eu un atelier, une table ronde en août sur les implications des interventions dans le contexte de la crise de santé. Je donnerai la parole à mon collègue pour en parler. Godfrey, à vous la parole est à vous. Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci, Elle, pour cette belle introduction. En réalité, comme le disait ma collègue, le contexte de la RDC, de la République démocratique du Congo, est très, très délicat et très complexe. J'ai préféré partager avec vous sur l'aspect comment l'humanitaire peut se déployer dans ces contextes, qui est un contexte pratiquement de polycrise. Et cela va nous permettre un peu de comprendre les défis autour de la réponse à l'épidémie des monkeypox dans les zones qui sont très concernées pour le moment par l'épidémie. Ainsi, par exemple, je vais m'expliquer sur deux volets seulement, je ne vais pas être très long. Je vais dire un mot sur les systèmes de crise violentes au Sud Kivu et comment ces systèmes entravent le déploiement de l'humanitaire. Je vais également parler des défis qu'on trouve dans ces types d'actions humanitaires à partir juste de quelques exemples. Ainsi, par exemple, pour le contexte de crise au Sud Kivu, toutes les zones qui sont affectées par Monkeypox sont des zones à conflit. Le territoire de Mwenga, où se trouve Kamituga, ce grand site minier que Haile était en train d'évoquer tout de suite, connaît des conflits persistants autour des sites miniers, des conflits autour d'accès aux ressources, notamment de la forêt, et beaucoup plus dans le conflit autour de carrés miniers, et tout cela affecte les mouvements des populations et accentue la contamination. On va se retrouver également avec des conflits ou des dynamiques très contagieuses au niveau des frontières. Et là, nous sommes dans le territoire de Vira, qui fait frontière avec le Burundi. Et là-bas, pour le moment, c'est l'armée burundaise qui contrôle la région. Et il y a beaucoup de mobilité transfrontalière entre les militaires burundais qui, bien entendu, fréquentent les zones à haut risque et qui contribuent encore aujourd'hui à la propagation de ce type d'épidémie dans la zone. On va bien sûr se retrouver également avec tous ces groupes armés étrangers qui naviguent d'une zone à l'autre sans tenir compte des dangers qu'il y a pratiquement à véhiculer monkeypox. Et la question la plus difficile pour le moment dans ces systèmes de crise, c'est la confusion générée par les phénomènes de Ouazalendo. Pour les gens qui connaissent, le Congo est en conflit ouvert avec le Rwanda et le Congo a mobilisé les anciens groupes armés qui participent à la résistance contre le M23 qui opère dans le Nord Kivu. Et là, justement, le Ouazalendo vient de toutes les zones, des zones affectées par des pandémies. Il n'y a pas que monkeypox, il y a plusieurs autres maladies et sont dans la mobilité avec d'autres zones où ils croisent d'autres personnalités qui viennent des pays voisins et qui interviennent dans les conflits dans l'est de la RDC.
Donc, la violence elle-même ou la dynamique, la structure de la violence qui est en place, elle participe à pérenniser la maladie. Évidemment, on n'a pas jusque-là des chiffres très, très précis dans ce sens parce que les secteurs les plus difficiles à contrôler, justement, c'est les secteurs militaires et des groupes armés. On ne sait pas très bien comprendre le mouvement et c'est une catégorie de gens qui échappent pratiquement au centre de santé pour arriver à opérer les dépistages qu'il faut. Et ils sont très mobiles, ils sont très actifs dans la zone, ils côtoient la population et cela crée beaucoup de soucis dans la zone. Alors, dans ce contexte, c'est clair que c'est difficile de déployer les actions humanitaires. On va se retrouver avec des conflits qui arrivent à la militarisation des rapports intercommunautaires entre les groupes et ça devient très, très compliqué de savoir on fait avec qui pour accéder à ces zones humanitaires. Comme je disais que je ne serai pas très long, je vais aller au défi parce que je pense que c'est ce qui est très important pour arriver à surmonter le problème. D'abord, le plus grand défi, c'est comment accéder à ces zones où la pandémie se déploie. En dehors des villes, par exemple Bukavu ou Uvira, toutes les zones affectées sont des zones dans la forêt et où les routes sont pratiquement difficiles à pratiquer. Et ça veut dire difficile d'accès également. Ce sont des zones où des populations sont pratiquement enclavées et où il y a déficit total de l'information et l'information sur la maladie elle-même, l'information sur les mesures de prévention manque, mais également des difficultés de penser la vaccination. Alors, le défi majeur par rapport à ce type de questions, c'est comment on arrive à mettre en place des synergies idéales et inclusives pour travailler sur la sensibilisation, pour que les gens soient informés d'abord ce qu'est la maladie, comment elle se comporte, et ne pas la limiter à la transmission aux professionnels de sexe comme c'était le début, et comprendre qu'il est beaucoup plus complexe dans le Sud Kivu. Comment est-ce qu'on pense les mesures barrières pour arriver à donc, sauvegarder? Et les plus difficiles, bien entendu, comment on lance cette sensibilisation dans le domaine de la vaccination. La zone a en effet connu Ebola, il a connu Covid, etc., et a développé des réflexes de résistance à la vaccination. Et curieusement, tous les acteurs sont impliqués dans ce type de réflexes qui sont généralement construits sur des préjugés, sur la désinformation, qui portent généralement sur les méfaits de la vaccin, du vaccin au niveau des populations, ou le mythe autour de la stérilité, le complot international pour exterminer la population, etc. Et curieusement, il y a quand même des acteurs très influents de la société qui tiennent ce discours-là. Alors, comment on met en place ce type de synergie pour arriver à répondre à la sensibilisation sur ces trois piliers? GEC travaille un peu pour l'instant sur ce type de dynamique, essaie de comprendre comment cela peut se passer. Et alors, comment on capitalise les structures de santé qui existent? Il y a les structures de santé, même s'il est déficitaire, le système de santé congolais existe quand même. Le problème qui se pose, c'est dans les milieux ruraux, ils sont sous-équipés et il faut les capacités, c'est un grand défi également. Mais le plus grand défi en matière d'accessibilité aux personnes vulnérables dans les zones enclavées reste quand même le retrait de la MONUSCO dans la zone. Parce que la MONUSCO joue un grand rôle logistique de déplacement. Pour ces zones enclavées, on utilisait souvent euh, les avions de la MONUSCO et la MONUSCO était parvenue à créer pratiquement un réseau avec les humanitaires pour y accéder. Et généralement, pour le cas de donc, monkeypox, ces derniers temps, pratiquement ces 2 derniers mois, on voit beaucoup plus actifs sur le terrain, Médecins sans frontières, mais beaucoup de gens hésitent parce que justement, ils ont des difficultés d'accéder. Je pense que Médecins sans frontières, lui, est habitué à ces zones très, très difficiles et très, très compliquées. On les voit partout. Globalement, voilà un peu les défis, comment ça se présente. Et nous, pour compléter un peu je vais m'arrêter là pour compléter l'intervention de ma collègue au niveau de Bukavu. Nous sommes en train de consolider notre réseau local pour suivre à temps réel ce qui se passe dans ce terrain. Comme maintenant, par exemple, je suis sur un petit rapport sur Kamituga. Peut-être que je peux le partager à un moment venu. Merci beaucoup.
Godefroy, merci beaucoup. C'est toujours très utile d'avoir votre perspective. Et maintenant, je vais essayer de résumer notre enseignement avant de donner la parole à Melissa Parker pour le panel. Quelques points transversaux. J'espère que vous avez compris quel est notre modèle. Euh, L'objectif étant d'avoir un impact qui tient compte des sciences sociales. J'espère que vous comprenez l'intérêt de l'approche SHAP pour généraliser les sciences sociales dans l'humanitaire. On se focalise peut-être sur les maladies, les épidémies, mais on veut avoir vraiment une approche généralisée dans le domaine des urgences. Et puis, il y a la question du long terme aussi. Godefroy nous en a parlé. La question des conflits multiples, le financement flexible que nous avons eu, ça a été essentiel pour que nos collègues puissent répondre à leurs priorités sans avoir à seulement réagir aux demandes extérieures. Donc, ça nous a permis de mieux cibler nos priorités et de changer à mesure que de nouvelles crises se produisent. J'espère que vous avez constaté que notre réseau, nos boursiers et nos forats nous ont permis d'avoir un large panel d'experts. Et maintenant, nous allons passer à euh, la dernière partie de ce webinaire, l'objectif étant de comprendre comment nous pouvons redoubler d'efforts pour impliquer les sciences sociales dans l'action humanitaire et comment financer tout cela. Et je donne la parole à ma collègue Melissa Parker qui va présider le panel. Merci, merci Hailey. Eh bien, je demande aux panélistes de bien vouloir allumer leur caméra. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir nos trois panélistes pour que nous puissions discuter de la façon dont les sciences sociales peuvent contribuer à la santé globale à l'action humanitaire. Nous avons Jérémy Ferrard, euh, chercheur en chef de l'OMS, Rachel James, qui représente le Collective Service et UNICEF, coordinatrice RCCE Interagence pour l'Afrique de l'Est et australe. Elle est basée à Nairobi. Nous avons aussi Anna Waldom-Meski, euh, responsable changement et sciences sociales. Je vais poser des questions à nos panélistes, m'appuyer aussi sur les questions qui ont été posées dans le chat et nous verrons à ce moment-là. Commençons par Anna. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous de nous en dire un peu plus sur la façon dont vous tirez parti des sciences sociales dans les mesures d'intervention que vous avez prises en Zambie récemment. Merci, Mélissa. Alors, tout d'abord, j'apprécie beaucoup ma présence ici. Je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet opportun et pour faire part de l'expérience de la Zambie. Et je voudrais vous montrer comment nous avons opérationnalisé les sciences sociales avec une évaluation rapide pendant la dernière épidémie de choléra. Alors, contexte, au début de l'année 2024, nous avons connu l'une des pires épidémies de choléra, une épidémie régionale. Le Zimbabwe et le Malawi ont aussi été touchés, avec plus de 20 000 cas de choléra et 700 cas recensés. Au début, ça a été un appel. Euh, on a constaté que le RCCE devait faire plus. Nous avons une communauté. Et on a constaté que les gens venaient trop tard. Donc, on a besoin de communiquer davantage sur la prévention et sur l'intervention précoce. L'UNICEF a collaboré avec l'Institut de santé publique national et avec des partenaires aussi pour mener trois séries d'évaluations dans la capitale de Lusaka, l'épicentre de l'épidémie. Et puis, on a eu une quatrième
séries dans d'autres provinces. L'objectif, c'était d'identifier les facteurs qui augmentaient la transmission dans les communautés et de comprendre également les vulnérabilités des hommes et des enfants. À Lusaka, on s'est focalisé sur des centres, des lieux caractérisés par des installations informelles, une surpopulation, de mauvaises infrastructures et de la sécheresse. À l'époque, la plupart des routes de la région étaient inondées, euh, les écoles étaient fermées, euh, l'eau était contaminée en raison des inondations, pas des sécheresses, pardon, ce qui a contribué à la transmission. Et ça, ça c'est pour vous donner une idée du contexte. Donc, dans les 4 séries d'évaluation, on a eu 33 discussions de groupe, plus de 170 entretiens. On a travaillé aussi avec des équipes ayant une expertise clinique. Et puis, on a eu une banque de questions choléra CHAP qui a été très utile, bien sûr. On l'a adaptée après chaque série d'évaluation pour avoir une approche plus ciblée. Alors, peut-être que je peux parler de 2 leçons programmatiques et opérationnelles que nous avons tirées. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, brièvement. Alors, tout d'abord, l'adaptation de l'action ICC pour nous sur la base des informations. Donc, donc, je vais vous donner des exemples sans rentrer dans les conclusions détaillées. Donc, comprendre les symptômes et la prévention du choléra, c'était très important parce qu'il y avait beaucoup de mauvais messages transmis, beaucoup de mythes. On avait tendance à associer le choléra à la saleté, le fait d'être sale, et ça a contribué aux stigmatisations. On a constaté aussi qu'il y avait des barrières physiques et financières euh, pour le transport, la sécurité, beaucoup de barrières. Et donc, en reconnaissant qu'il fallait améliorer l'hygiène, les systèmes, les infrastructures sanitaires, nous avons essayé d'avoir une approche ciblée avec des messages clairs sur les 3 C, euh, des mains propres, de l'eau propre et des soins précoces. On a fait un brief sur le sujet et puis on a travaillé tout cela main dans la main avec des mesures sur la stigmatisation et la santé mentale. La deuxième leçon programmatique, ça porte sur l'amélioration des services. Généralement, l'utilisation des sciences sociales n'est pas très généralisée et lorsqu'on en tient compte, c'est pour éclairer les messages, les priorités ou les messages politiques, mais ça nous a montré à quel point il était essentiel d'y penser dans la conception des services, notamment pour améliorer les soins dans les centres. L'un des plus grands apprentissages qu'on a, c'est de partager les connaissances pour remédier aux défis. Et d'un point de vue opérationnel, il était très important d'avoir des partenariats existants pour avancer avec moins de difficultés logistiques et moins de coûts. L'UNICEF a travaillé avec euh, l'Académie de Zambie pour former et déployer des diplômés de médecine. Et puis, on a travaillé aussi avec la Croix-Rouge, avec d'autres partenaires qui étaient tous essentiels pour opérationnaliser les choses sans anicroche et pour également expliquer comment on peut traduire tout cela en actes parce qu'on avait un partenariat, on était sous contrôle, on a partagé tout ça avec d'autres partenaires. Enfin,
ce qui est aussi lié à ce que disait Juliette, diverses approches, une approche multisectorielle au niveau national, au niveau régional. Et avec Collective Service, on a renforcé le déploiement de différents outils de notre plateforme CHAP, d'autres acteurs, avec tout un tas d'expertises dans la formation, la supervision, le mentorat, l'analyse des données et autres. Ça a donc renforcé ce que nous faisions. Enfin, l'approche a montré que nous pouvions y arriver. Maintenant, on institutionnalise les sciences sociales dans la gestion des épidémies. On va travailler aussi sur le Mpox et l'objectif, c'est de le faire euh, de manière préventive. Voilà donc en résumé ce que je voulais dire. Oui, merci. Des exemples fantastiques ici quant à la façon d'intégrer les sciences sociales de façon diverse dans le programme. Donc, je vais maintenant me tourner vers Rachel qui travaille plus au niveau régional. Rachel, c'est ce que la Zambie est isolée dans cette approche ou alors est-ce qu'ils ont une approche régionale? Quel type de défis avez-vous eu à affronter? Et qu'envisagez-vous en allant de l'avant en termes d'intégration et de sciences sociales dans la réponse? Oui, merci beaucoup. Je ne dirais pas que la Zambie agit de façon isolée ou particulièrement différente, mais c'est un exemple excellent de comment nous avons pu avancer les travaux et juste en écoutant la conversation, les discussions que nous avons aujourd'hui et comment donc CHAP a travaillé avec les partenaires pour pouvoir rassembler les leçons autour de Ebola et ensuite de pouvoir les utiliser pour la COVID et ensuite pour Ebola par la suite à l'Ouganda et le choléra. Mpox, Marburg, je pense que vous pouvez vraiment voir comment toutes ces actions s'appuient les unes sur les autres et les leçons tirées et les outils qui sont développés qui continuent à faire avancer ce domaine. Donc, j'ai commencé comme coordinateur interagence en 2021 et depuis, donc avec une approche très focalisée autour de COVID-19 où nous avons vu tellement d'améliorations et d'avancer sur le terrain et comment nous pouvons collecter les données de sciences sociales et comment nous pouvons les utiliser avec les commentaires communautaires et les autres données communautaires ainsi que les données d'écoute sociale en ligne et en essayant d'utiliser cela avec ce qui est déjà présent en termes de données secondaires et aussi de synthèse des données avec les données quantitatives qui peuvent être collectées à travers des entretiens par ordinateur ou par téléphone. Et ensuite, donc, ce que Anna disait en ce qui concerne les évaluations qualitatives et rapides en présentiel, en face à face avec les communautés, en ce qui concerne les centres de traitement, etc. Donc, je pense que certains des gros éléments dont nous avons vraiment bénéficié du soutien de CHAP sont vraiment cette triangulation avec les synthèses, les produits, les considérations clés, etc., qui considèrent les savoirs en termes de perception, la volonté d'adoption de vaccins que nous avons vu comme étant absolument essentiel en travaillant ensemble autour de la COVID. En même temps, en considérant ces données de sciences sociales, nous renforcions et améliorions les outils de commentaires en retour communautaire qui avaient aussi été développés durant Ebola, en commençant plutôt à les utiliser au niveau régional pour collecter des commentaires communautaires en retour à travers de nombreux partenaires dans la région pour pouvoir développer des rapports de commentaires communautaires avec les points clés de ce que nous entendions des communautés à travers la région avec les recommandations aux acteurs. Donc, je pense qu'une des choses très importantes à considérer, et Anna a déjà parlé de cela, c'est absolument essentiel d'avoir cette collaboration très forte parmi les partenaires pour collecter ce genre de données afin que cela puisse être analysé à travers les différentes organisations, de faire des recommandations, ensuite de développer des orientations en interagence et les outils, etc. Et donc, vous savez, durant la COVID-19, notre réponse dans la région, nous avons eu beaucoup de financements disponibles, nous avons pu donc tirer beaucoup de leçons que nous avons eues de l'Ebola, nous avons pu mettre cela en place, maintenant nous avons pu maintenir ceci partiellement grâce à la collaboration et la sensibilisation à l'importance de pouvoir être capable et en capacité de pouvoir travailler à travers différentes agences comme nous l'avions dans la région, mais aussi dû au fait que nous avons eu tellement d'urgences sanitaires publiques et d'urgences dans l'Afrique australe que ça a été pratiquement non-stop depuis cette période de temps. Donc,
après avoir créé tous ces outils, notamment, on a entendu les banques à question, les considérations clés, les briefings, les outils de feedback communautaire, etc., nous avons vraiment pu adapter ceci. Donc maintenant, nous avons une urgence dans la région. Notre première euh, action, c'est de voir qu'est-ce que nous connaissons déjà en tant que partenaire, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que nous avons besoin de d'autres, que devons-nous savoir d'autres, qu'est-ce qui est déjà présent, etc. Nous avons besoin de réfléchir quant à comment nous pouvons aider au mieux les partenaires à répondre à ces situations. Et donc, un des briefings qui était vraiment très, très utile avec lequel et Sharps a travaillé avec nous, ce qui était pour développer l'orientation sur la communication autour des réponses concernant le choléra. Et cela a été développé et partagé, pas uniquement avec le RCCE et les partenaires, mais nous avons aussi eu de très bonnes réponses avec de très bons commentaires en retour de la part de nos collègues de WASH, ainsi que les collègues dans le domaine de la santé. Et cela nous a vraiment aidé à considérer la communauté, les différents aspects dans ce domaine. Nous avons pu développer et étendre les tableaux de bord de commentaires communautaires qui ne collecte pas uniquement les commentaires de la communauté, mais aussi qui inclut les constatations en termes de sciences sociales. Et juste pour noter que CHAP a été un des partenaires essentiels que nous avons eu, dans des premiers partenaires que nous appelons lorsque nous avons ce type de flambée ou d'épidémie, parce que vous pouvez avoir une nouvelle épidémie, par exemple, telle que Mpox, et donc de réfléchir aux considérations opérationnelles et de ce que nous connaissons déjà. Et donc, quand nous avons eu Mpox et que nous avons eu donc cette épidémie de Marburg au Rwanda, nous avons pu vraiment réviser rapidement ce qui était déjà disponible avec les briefings qui avaient été développés sous Ebola et ensuite évoluer à partir de là. Donc, je pense que certains des des avancées depuis la COVID et une des avancées conséquentes, c'est que maintenant nous pouvons donc faire une collecte de données dans la communauté, comme Anna le mentionnait. Et nous avons pu renforcer cette capacité et reconnaissance de la capacité de pouvoir donc collecter les données vraiment très rapidement avec les communautés en analysant cela avec des partenaires multiples et aussi de partager cela avec les partenaires de réponse pour des réponses centrées sur les communautés plus agiles. Et ceci donc aussi un des éléments les plus importants pour les réponses centrées sur la communauté et où nous savons hâte de pouvoir continuer ce travail de renforcement des capacités avec des partenaires dans la région et au-delà pour travailler ensemble pour pouvoir être en capacité de collecter et d'utiliser ce type de données de sciences sociales. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Jérémy et donc bien sûr, Jérémy, cela fait plus de 10 ans depuis l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et vous savez vraiment très bien, pas juste en écoutant Anna et Rachel, mais d'après toutes vos observations, que les anthropologues et les sciences sociales sont devenus beaucoup plus impliqués et engagés et intégrés dans les réponses de préparation d'épidémies et les autres urgences sanitaires. Mais en se penchant vers l'avenir, où voyez-vous qu'il devrait évoluer à partir de là? Bien, merci beaucoup. C'est un réel plaisir que de pouvoir écouter les présentations et je devrais juste peut-être reconnaître qu'il n'y a peut-être pas un conflit d'intérêts en tant que tel, mais je pense que j'étais avec quelqu'un à cet appel-là, peut-être à la semi-naissance de Chaps, il y a de nombreuses années de cela, peut-être 10 ou 11 ans de cela, et c'est extraordinaire, comme vous l'avez indiqué, Anna et Rachel, quand nous voyons l'évolution de cela maintenant. Mais vous savez, Chaps évolue de ces années d'organisation adolescente en tant que telle, si je puis dire ainsi, vers un avenir où maintenant nous avons la phase critique et je pense que des bonnes organisations pense à l'avenir en anticipant ce qu'il va advenir et elles ont la toute confiance pour les réformes avant que les réformes ne leur soient forcées en changeant toujours quand vous êtes dans votre position la plus forte et la plus solide plutôt que lorsque vous devez réagir à des pressions externes. Et la façon selon laquelle je réfléchis à cela, après les 10 ou 11 ans d'évolution de CHAPS maintenant, en ayant vu ceci, à partir de cette évolution, en étant impliqué dans CHAPS en tant qu'expert sur des comités de l'OMS précédemment, ensuite comme fondateur et financier aussi avec mon rôle et maintenant au sein de l'OMS, en voyant cela avec l'Agence de la santé publique aussi, avec 20 ans de vie au Vietnam, j'ai vu ceci avec toute cette perspective-là et je pense que d'après moi,
je pense que tout d'abord, Chaps était visionnaire. Ça, c'était quelque chose de superbe en 2013-2014. Personne d'autre ne réfléchissait vraiment à ces limites concernant les interfaces entre les disciplines pour rassembler la force même des sciences sociales pour avoir un impact sur ces interfaces très complexes. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était visionnaire à l'époque. Et ensuite, évidemment, nous sommes dans une ère complètement différente en 2024 par rapport à 2014. Et nous devons vraiment rester en première ligne à être leader dans ce domaine plutôt que de s'appuyer sur nos lauriers. Je pense que vous avez déjà entendu des éléments dans ce sens de la part de Hannah et Rachel. Le second point, c'est que je pense réellement que ceci est quelque chose que nous perdons souvent avec les organisations globales. C'est très clair et Hannah a présenté ce point que SHAPS et tous ses membres et les personnes qui sont dans SHAPS réellement, avec chaque conversation que j'ai eue, ils ont toujours placé les populations et les communautés au cœur de tout ce qui est fait. Et je pense que John Lutz m'a enseigné cela il y a de nombreuses années cela, et je pense que si vous ne déviez pas trop de cela, vous ne vous tromperez pas trop. Et je pense que beaucoup d'organisations mondiales, je ne vais pas les nommer, parfois perdent ceci de vue. Je pense que c'est absolument essentiel que de garder ça à l'esprit. Bien, qu'est-ce que les sciences sociales nous apportent? Elles apportent beaucoup de choses, mais une des choses que ça nous apporte, c'est la capacité et la confiance de travailler à l'interface et à ses limites et à ses frontières. Beaucoup de scientifiques, j'utilise ce terme de façon la plus large possible, mais ont des difficultés avec ces interfaces. Et je pense qu'une des forces principales de l'anthropologie et des sciences sociales et des personnes impliquées dans ce domaine, c'est la confiance et la capacité de travailler à travers ces interfaces en faisant pleine confiance aux compétences que vous n'avez pas et d'être conscient et de vouloir bien créer ces espaces, y compris des espaces sûrs qui peuvent permettre que ces des conversations puissent se dérouler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui relève de la confiance. Je pense que les personnes confiantes et les organisations aussi qui sont prêtes à travailler dans ces interfaces peut-être sont quelque chose de très bon. Et l'autre point, c'est où se trouve le centre de gravity. Et je pense que ça, c'est à nouveau quelque chose de critique et d'essentiel, et pas uniquement chez Chaps, mais dans d'autres agences aussi qui se penchent vers l'avenir, pour l'avenir de notre monde géopolitique, c'est le centre de gravité qui doit être là où les situations et les problèmes sont présents. Et cela signifie donc l'intellect, cela signifie aussi la réflexion pour penser peut-être à l'avenir et être en avance sur ce que se peut se dérouler dès le début. Et les éléments en pratique ainsi que les réflexions intellectuelles, c'est aussi le travail qui doit s'accompagner de l'ordre du travail académique, ce qui se passe en coulisses, ce qui est absolument crucial, évidemment, dans mon rôle en tant que scientifique chez CHAP. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, de pratique à 9h30 un mardi soir, au début juste avant une nouvelle année, et comment est-ce que vous faites en sorte que ces capacités intellectuelles, ce travail intellectuel puisse devenir quelque chose qui compte pour quelqu'un peut-être qui doit gérer une épidémie de choléra ou autre. Et à nouveau, je remercie CHAPS et vraiment, je félicite CHAPS pour faire en sorte que les populations et les communautés puissent avoir ces conseils pratiques de façon centrale. Et je ne pense pas que ces briefings, en fait, ces briefings, vraiment, pour qui que ce soit qui est impliqué dans ce type de travail, je ne pense pas que qui que ce soit qui a ces conversations ne s'appuie pas sur ces briefings, ces chaps. Et ça, c'est vraiment, je félicite vraiment toutes les personnes impliquées dans ce domaine. Et le dernier point, et je dois que nous devons nous et nous avancer aussi dans un sens où nous avons des épisodes discrets qui se déroulent de façon isolée, mais qui sont pour des tendances plus conséquentes qui se déroulent en fait, qui sont parfois la cause de ce qui se passe et ces événements tels que par exemple, elle a mentionné avec les sécheresses de choléra, Ebola, Marburg et l'impact nous pouvons tous les nommer durant les 25 ou 30 dernières années. Cela nous indique quelque chose de très profond quant à ce qui se passe dans le monde et je pense qu'un des autres points, c'est de nous encourager à réfléchir à l'avenir quant à comment nous pouvons éloigner d'un sens de crise et d'urgence qui commencera et qui finira dans le monde dans lequel nous évoluons. Et je pense que cela nécessite un changement d'état d'esprit quant à comment nous adressons cela pour arrêter de penser que ça, c'est une réponse au choléra ou à l'Ebola ou autre, ou à une sécheresse, par exemple, parce que ça n'adresse pas les problèmes qu'affrontent les communautés quand vous ne considérez pas l'attention du monde. Et je pense que dans la plupart de mes conversations, par exemple, que ce soit pour l'épidémie de choléra, H5N1 au Vietnam, SARS, etc., la Covid, bien sûr, les gens en voient les crises de façon différente. Par exemple, si vous êtes à Genève ou à Washington, vous pouvez peut-être voir la crise comme étant quelque chose qui se déroule avec le choléra quelque part. Mais en fait, la crise, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière quand mon fils, ma fille, mon grand-père, mon père étaient malades et nous sommes présents pour ça, à moins que nous développions ces réponses d'urgence dans les situations présentes, ici et maintenant, pour la situation d'aujourd'hui et de demain. Alors, il se peut que cette confiance et ce renforcement des confiances avec les communautés ne nous permettra pas de répondre de façon appropriée aux crises. Donc, je dirais que nous devons dès maintenant réfléchir à l'avenir et changer avant que ce changement ne vous soit forcé et de réfléchir à penser
au monde tel qu'il deviendra, plutôt que de façon discrète, comme un ensemble de réponses à certains épisodes de façon horizontale. Oui, vous avez tellement raison. Merci beaucoup pour ces éléments de réflexion et de dire que les briefings de Chaps sont légendaires. Oui, oui, ça, je vais le dire à certains des auteurs de ces briefings. Mais en fait, pour revenir sur certains des points que vous avez mentionnés, en ce qui concerne la nature intersectionnelle des crises et peut-être que celles-ci ne sont pas épisodiques. Et vous savez, nous en mentionnons tous ceci d'une façon ou d'une autre. Et je suppose que ce que nous recherchons, c'est peut-être comment est-ce que nous pouvons accroître notre compréhension des polycrises d'une façon où nous pouvons développer des polysolutions à des polycrises. Et ceci nous mène à la question suivante, quel type de changements institutionnels doivent se dérouler afin de pouvoir permettre que ceci puisse se dérouler? Est-ce qu'il y a des circonstances, par exemple, pour lesquelles, à cause de la nature de travail en silo, dans lequel tellement de professionnels travaillent, qui, de façon inadvertante, reproduisent des problèmes parce qu'ils ne sont pas alors en capacité de pouvoir s'engager avec des défis intersectionnels multiples en même temps? Et je ne m'attends pas à ce que quelque soit répondre à cela, en fait, mais je suis en train de réfléchir à haute voix, mais je mets juste cela sur la table, parce que je peux voir aussi avec certaines questions qui nous parviennent que bien, avant de pouvoir me tourner vers ces questions spécifiques, est-ce qu'il y a qui que ce soit d'entre vous qui souhaite parler de polysolution ou polycrise? Les polysolutions. Alors, je sais pas trop, mais je pense que pour la perspective du RCCE, ou des sciences sociales, ce qui compte le plus, c'est d'écouter les communautés. Et j'ai aimé ce que disait Jérémy, l'importance de renforcer la confiance, avoir une vision horizontale, pas voir les crises en silo, parce que notre travail en témoigne. Les urgences et les crises de santé publique sont plurielles dans de nombreux pays. Et donc, il est très important de réfléchir à renforcer les capacités au niveau local, le centre de gravité, et vraiment essayer d'intervenir, de réagir à ce type de crise pour restaurer la confiance plus largement. Selon moi, les sciences sociales ont une valeur ajoutée. Un fait qui est de plus en plus reconnu. On en est arrivé à une situation où les donateurs, les partenaires, les autres acteurs veulent vraiment des sciences sociales pour mieux cibler les interventions. Et donc, nous devons essayer de comprendre ce qui est nécessaire pour y arriver, pour réagir à toutes ces crises multiples et variées. Pour moi, ça renvoie au renforcement de capacités pour toutes les parties prenantes, identifier les besoins euh, pour collecter des données, pour les analyser et pour communiquer là-dessus de manière à ce que ce soit utilisé à bon escient. Donc, on a ce renforcement de capacité. CHAP travaille là-dessus en Zambie et dans d'autres pays de la région. Collectif Service en fait autant aussi. Et l'autre point important, c'est la collaboration. Essayer de veiller à ce que l'on maintienne ces mécanismes et ces plateformes qui promeuvent la collaboration avec différents acteurs d'intervention en essayant de tenir compte des questions, des perceptions des communautés concernées, pas seulement quand on a une crise, mais avant aussi pour un travail de préparation, de prévention, d'intervention précoce, pour essayer de veiller à avoir une approche plus ciblée, plus adaptée aux communautés et plus efficace. Et je pense que au niveau régional, en Afrique de l'Est, on a eu un groupe de travail RCCE euh, depuis 2020. Et ce sont des occasions pour divers partenaires et des acteurs de la sociale de se rassembler pour mieux comprendre le contexte sur le terrain pour les communautés et ce pour toute une série de crises dont on a parlé et pour essayer de co-créer des solutions. On a parlé des banques de questions, des notes et autres, mais je pense que ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont ces plateformes et ces mécanismes existent en Afrique de l'Est, dans tous les pays. Anna a travaillé sur le pilier RCCE en Zambie.
et sur d'autres piliers d'intervention aussi. Mais le fait de voir euh, que on finalise les meilleures interventions en cas de crise et d'épidémie avec des évaluations qualitatives au Burundi sur le Mpox et de voir que c'est partagé sur les plateformes, que c'est intégré dans les notes euh, et dans les analyses, de voir que ça a un impact au Burundi à un moment où on en a particulièrement besoin, être capable de partager ces informations sur la manière dont on réagit à toutes ces crises, avec des études de cas, avec le soutien de la plateforme CHAP pour faire tout ça et travailler avec davantage de plateformes dans la même direction, de façon agile. Dès qu'une crise, qu'une épidémie se manifeste, c'est très important. Merci beaucoup, Rachel. J'essaye de naviguer dans les questions posées. Une a déjà été abordée, il y en a une autre aussi. Juliette y a répondu de manière très utile, mais je pense qu'on peut l'utiliser comme tremplin pour avoir une discussion plus large. C'est une question de Will qui dit je m'interroge sur vos publics. Il s'agit de travailleurs humanitaires et de quelle manière ces informations sont partagées avec les communautés affectées. Et Juliette a répondu à juste titre que ces notes sont produites dans diverses langues et qu'elles ciblent les travailleurs humanitaires, les dirigeants seniors, les acteurs des ministères aussi. Et ce que je voudrais ajouter, si je puis me permettre, c'est que lorsque c'est possible et approprié, la plateforme CHAP fait très attention à ce qui se passe sur le terrain, là où les mesures locales sont ancrés dans une action efficace. On essaye de mettre en avant ces voix, de les mettre en lien avec ceux qui travaillent à d'autres échelles pour essayer de renforcer leur travail. Je pourrais vous donner un exemple. Au-delà de la santé, c'est ce qui se passe au Soudan avec les salles d'intervention précoce. C'est une intervention très locale, des personnes qui se sont rassemblées dans des petits quartiers pour échanger sur des connaissances dans le domaine de la santé, de l'accès à des médicaments, de l'éducation pour les enfants ou autres. Et donc, ils utilisent des groupes WhatsApp pour essayer de s'entraider euh, malgré la situation militaire sur le terrain. Et des notes ont été produites. Et ça, c'est utile. Ça permet de toucher des acteurs humanitaires et de faire comprendre qu'il y a des options, des mesures d'intervention pour accompagner ce qui se fait très bien au niveau local face à une situation terrible sur le terrain. Et donc voilà, l'objectif, c'est de mettre l'accent sur les individus, sur les solutions locales pour résoudre des problèmes locaux. Autre question qui me paraît très utile aussi. Où est-elle passée? Hailey, euh, merci Hailey, qui parle de la méthodologie de la plateforme CHAP. Hailey, est-ce que vous voudriez répondre à la question? Oui, je me suis dit que c'était une très bonne question. J'y ai répondu par écrit, mais pour clarifier, on n'a pas vraiment de mandat pour faire de la recherche via CHAP. On a effectué des recherches rapides avec beaucoup de soutien aussi qu'on a apporté pour ce qui est des banques de questions et des évaluations qualitatives. Rachel et Anna en ont déjà parlé. Donc, il s'agit d'un travail sur le terrain pour promouvoir le travail avec les communautés, pour répondre à ce que disait Jérémy sur les changements à l'avenir. Ces 6 prochains mois, nous voudrions
élargir le travail de CHAP dans la recherche pour combler les lacunes, notamment sur les facteurs euh, comportementaux dans la transmission du Mpox. Et donc, on veut en faire plus, soutenir les analyses dans le contexte des banques de questions. Actuellement, CHAP n'avait pas de mandat pour réaliser de la recherche ou pour être déployé, mais on a des liens étroits avec des équipes de soutien au Royaume-Uni, avec des écoles, des instituts et Collective Service. Avec nos notes, on tire parti de communication d'experts. Et puis, on est aussi des intellectuels qui ont mené des recherches dont certaines ont été publiées dans le domaine des sciences sociales. Et toujours sur le même sujet, quelqu'un a demandé comment les réseaux de recherche comme CHAP peuvent faire face à la demande de recherche aux résultats rapides et à la résolution de problèmes à long terme. Eh bien, c'est toujours un défi, mais CHAP ne serait rien sans les financements et tous ceux qui contribuent à CHAP, que ce soit en rédigeant des notes ou autres. Tous ont une longue expérience dans la recherche, dans la région où ils sont actifs. Ils connaissent la littérature qui a contribué à leur recherche et donc ils peuvent s'y appuyer. Et tout cela peut avoir un impact, un intérêt pour les mesures d'intervention dans le domaine humanitaire. Donc en fait, il s'agit de jongler entre différents espaces, mais tout ça semble tout de même fonctionner. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter sur ce point. Oui, je pense que dans ce domaine de travail, pour qu'une organisation euh, n'ait pas de problème avec la recherche euh, ou ne se remette pas en question avec la recherche, eh bien, pour moi, c'est une erreur parce que il faut toujours se remettre en question, faire de l'introspection grâce à la recherche. Et avec les défis qu'on a dans le contexte plus large, nous sommes aussi au cœur d'un âge d'or pour les sciences, avec des grands progrès dans les technologies, dans les sciences et face aux crises auxquelles nous sommes confrontés, je pense que des solutions technologiques et scientifiques pourraient aider. Mais le problème, c'est que peut-être que les populations seront réticentes à les utiliser. Donc, il se pourrait qu'on ait les solutions, mais il faut que la recherche soit ancrée dans les communautés, que les communautés aient confiance et qu'on ne voit pas les technologies comme la seule solution, surtout si l'on n'implique pas les communautés concernées. Il y a des progrès technologiques qui se feront à toute vitesse, qui ne seront pas acceptés et qui donneront lieu à des inégalités massives si on n'en tient pas compte. Donc pour moi, il est essentiel que CHAP s'inscrive dans la recherche en tenant compte des communautés dans lesquelles l'objectif est de déployer ces technologies. Bien, c'est un point très important. Notre webinaire touche à sa fin. Ellie, Juliette, souhaitez-vous commenter? Non, mais je tiens à vous remercier pour les questions très intéressantes et surtout la dernière sur les polycrises. Je pense que c'est un des plus grands défis, ne pas avoir de financement spécifique aux maladies, mais avoir un financement qui nous permette d'avoir des interventions transversales. C'est caractéristique de l'intérêt des sciences sociales et c'est pour cela qu'on mène à bien ce travail. Je voudrais également rebondir en disant merci. Et pour aller de l'avant, comme Jérémy le dit, il faut avoir une vision de l'avenir et discuter de ces sujets très complexes avec des personnes comme celles qui sont présentes aujourd'hui. Donc, je répète que j'adore l'esprit collaboratif de CHAP et si des gens nous rejoignent dans le public qui souhaitent être impliqués, échanger, eh bien, sachez que nous sommes toujours disposés à, à à avoir de vos nouvelles et à le faire avec vous.
Merci. Dernier commentaire? Est-ce que je peux intervenir si je puis me permettre? Allez-y, Anna. Oui, merci. Ça a été une discussion très enrichissante. Pour rebondir sur ce que disait Jérémy et sur les polysolutions, euh, quelque chose qui est sorti en Zambie, c'est le besoin d'avoir des capacités locales. Ça a été mis en avant avec Juliette et aussi ailleurs à de multiples reprises. C'est bien de déployer des personnes à tous les niveaux, mais il faut aussi des capacités locales, nationales et avec différents partenaires. Il faut intégrer les intellectuels et il faut également des équipes capables de former d'autres personnes. Voilà les leçons qu'on a tirées. Et l'autre domaine, selon moi, c'est la promotion de l'apprentissage transfrontalier entre les pays. Euh, avec le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe, on a eu un effort de ce type et également le besoin de collaboration. Créer un module pour une formation de terrain pour l'anthropologie, les sciences sociales euh, en cas d'épidémie, c'est un exemple et c'est très clair pour ne pas se focaliser sur la maladie, mais pour avoir une approche plus large. L'autre domaine auquel on doit penser, qui est peut-être lié aux technologies aussi, comment on peut généraliser, tenir compte des données dans les systèmes nationaux. Par exemple, on a un système de rapportage, Rachel en a parlé, c'est un système un petit peu autonome actuellement, mais l'idée, ce serait de l'interconnecter à d'autres systèmes nationaux pour que ce soit plus durable. Donc, pas mal d'idées, des idées très intéressantes en projet, et donc avec ce que disait Jérémy, il faut en tenir compte pour aller de l'avant. Merci. Merci. Alors, notre webinaire touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Notamment, je remercie nos panélistes pour ces idées très intéressantes avec des orientations claires quant à la marche à suivre. Nous partagerons l'enregistrement. Nous allons étendre chat pendant 6 mois, notamment pour le Mpox et Marburg. Mais il nous tarde de poursuivre ce travail transversal qui intègre les sciences sociales dans la gestion de diverses crises et nous espérons avoir plus de financement pour plaider pour ça dans les dynamiques sociopolitiques à moyen et long terme. Donc, nous vous remercions pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, merci. Thank you very much. Bye.